Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On va débuter dans à peu près 1 minute, juste faire certain que tout le monde a bien la chance de se connecter. Entre-temps, juste pour info, si vous voulez vous introduire dans le chat, nous dire bonjour, de où vous venez, ça serait super. On aimerait vous rencontrer. Après, si vous avez des questions au cours du webinaire, on vous demanderait de les poser dans l'onglet des questions qui est en haut à droite, juste pour faire certain qu'on puisse toutes répondre à vos questions et pas d'en oublier du tout. Donc voilà, dites-nous bonjour. Et je crois qu'on va commencer. Donc, bienvenue à tous et bonjour encore une fois. Je m'appelle Marie-Claude, je travaille pour l'équipe Shopify et je vais être ici aujourd'hui pour être un peu le MC du webinaire aujourd'hui. Et vraiment, le vif du sujet, ça va être par rapport à comment à la fois maximiser la satisfaction des clients et l'optimisation des commandes. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'avoir avec moi Thomas Horstman de Bird, qui va vraiment être l'expert dans le sujet de la logistique. Et j'ai Étienne de Heyday qui va nous parler de son expertise de la satisfaction client. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Thomas, bienvenue dans l'équipe. Merci. Donc MC, j'imagine, je veux suivre quand même tes directives de MC. C'est à mon tour. Yes. Bon, bienvenue à ce Shopify Masterclass à la sauce 2020-2021, donc virtuellement. Mon nom est Étienne Mirino, comme Marie-Claude disait, cofondateur de Heyday. Pour ceux qui ne connaissent pas Heyday, on est une plateforme de chat en direct doublée d'un chatbot intelligent, donc vraiment une plateforme hybride conçue pour l'e-commerce. Donc, on travaille avec des marques, vraiment, on est centralisé, concentré sur le commerce de détail, mais aussi avec des marchands Shopify, donc des marques qui vont de Lacoste, par exemple, mondialement, à des marchands Shopify comme Merci Andy, qui est assez populaire en France également. Et la plateforme de Heyday est utilisée à plusieurs niveaux, en fait, à travers toute l'expérience client, le parcours client. Donc, autant en vente, en pré-achat qu'en post-achat, donc en service après-vente. Et notre plateforme est utilisée pour automatiser des suivis de commandes, répondre à des questions en mode libre-service, donc la FAQ, capturer des nouveaux leads 24/7, donc lorsqu'il y a moins de présence humaine sur le site côté équipe interne. Et gérer tous les canaux de messagerie plus le site web sous un même toit pour être capable de vraiment unifier et fluidifier l'expérience client. Et vous pouvez vous imaginer si on est ici aujourd'hui, on fait partie de l'écosystème Shopify, donc on a fait un partenariat avec Shopify Ping, aussi connu sous Shopify Chat, en juillet dernier. Et depuis ce temps-là, depuis on a lancé notre application sur le Marketplace, l'App Store, plus de 3000 installations, donc on est très content de ce partenariat avec Shopify et on continue à investir en ce sens. Et plus qu'une image vaut 1000 mots, en fait, je vous montre une courte vidéo pour résumer un peu ce que Heyday fait. Donc, on a un chatbot de première ligne, comme vous pouvez voir, qui accueille instantanément sur le site ou dans les plateformes de messagerie texte les clients et recommande des produits, répond à des questions. Au besoin, on voit ici le chatbot escalade à un agent de la marque, dans ce cas-ci, un vendeur chez Decathlon, qui prend le relais de la conversation et, dans ce cas-ci, réalise une vente de raquettes de badminton. Ensuite, le chatbot, l'assistant virtuel, reprend la balle et continue le suivi du client. Et ici, vous voyez un suivi de commande. Donc, c'est vraiment un système hybride qui accompagne le client à travers tout le parcours. Et maintenant, je cède la parole pour l'introduction de notre ami Thomas Horstman chez Bird. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis celui avec l'accent allemand. Bird, c'est une entreprise qui offre une solution logistique, donc des entrepôts dans 5 pays européens, combinés avec un logiciel très performant. Donc, on propose une solution évolutive entièrement digitalisée pour, d'un part, des startups qui commencent, mais aussi pour des grandes entreprises qui sont plus à l'aise dans le B2B et qui ne sont pas très bien adaptées en ce qui concerne leurs entrepôts pour le B2C. Comme on a créé diverses interfaces pour intégrer des plateformes e-commerce,
On est, par exemple, partenaire de Shopify, qui est un peu l'étoile montante dans le marché, mais on a des interfaces pour d'autres plateformes également. Quoi dire encore? Ah oui, donc notre solution est complètement transparente. Donc, même si les entreprises nous confient le traitement de leurs commandes et aussi de leur retour, ils ont toujours une vue en temps réel sur le stock, sur le statut de commande. Donc, vous avez une vue surtout comme si c'était votre stock, votre propre stock. Bon, ça c'est un peu vite fait. Bert, je pense. Donc, je passe le mot à qui? À Marie-Claude encore? Yes, merci beaucoup Thomas. Donc, je vais vous introduire un peu à l'état des lieux que Shopify a constaté sur le marché français depuis l'année dernière. Donc c'est sûr que le commerce en ligne a vraiment explosé en 2020 et on continue toujours à avoir une progression assez forte en 2021. Donc, on voit que 68% des consommateurs font leur achat uniquement en ligne depuis le début de la pandémie et qu'après 81% des acheteurs prévoient de continuer à faire des achats en ligne dans le futur. Donc, qu'est-ce qu'on constate en fait, c'est que la pandémie et les habitudes des consommateurs ont vraiment changé, non seulement durant le vif de la pandémie, des lockdowns, mais aussi c'est des comportements qui vont changer de manière permanente. Donc, durant l'été dernier, par exemple, on a vu qu'il y a eu moins de lockdowns, il y a eu moins de couvre-feu, les boutiques ont réouvert, par exemple, mais les habitudes des consommateurs ont toujours resté les mêmes. Donc, c'est sûr que les consommateurs sont un peu nerveux d'aller en boutique, mais aussi, ils ont réalisé pour une fois que c'est plus facile tout simplement de faire ces achats en ligne, même s'il n'y a pas de pandémie. Donc, c'est vraiment des habitudes qui vont changer, pas seulement durant le COVID, mais qui vont changer aussi dans le futur après que la pandémie finit, si ça va un jour finir. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté sur le côté de Shopify, c'est que le commerce, non seulement en ligne, mais en général, d'une manière omnicanale, a explosé et qu'on a vu, selon notre CEO, Toby Lütke, qu'on a vu 10 années de croissance vraiment en quelques mois. C'est assez hallucinant et on a vu des statistiques très exceptionnelles depuis le début de l'année dernière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il a fallu qu'on regarde aux nouvelles attentes des consommateurs et qu'on ajuste Shopify et qu'est-ce que notre produit offre pour pouvoir convenir aux besoins des consommateurs de nos commerçants. Donc, soit de pouvoir avoir la fonctionnalité de commander en ligne et de ramasser sa commande en magasin, par exemple, ou soit d'aller intégrer avec des solutions telles que Heyday, telles que Bird, pour pouvoir convenir à des besoins des consommateurs que Shopify ne peut pas forcément toujours adresser. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est vraiment que les consommateurs ont besoin d'une rapidité absolue. Les consommateurs veulent aller en ligne et de pouvoir rapidement placer une commande et de tout simplement recevoir leur commande le plus rapidement possible et de le faire d'une manière la plus simple possible. Et c'est quelque chose que je dis souvent sur des webinaires avec des partenaires, c'est que le marché du e-commerce est très, très saturé. Donc, à moins que vous vendez quelque chose de très, très niche, probablement qu'il y a un compétiteur aussi qui est déjà en ligne. Donc, pour pouvoir maintenir le client de votre côté sur votre boutique, il faut absolument que le processus d'achat soit le plus simple possible. Et troisièmement, d'avoir un maximum de transparence. Si le consommateur a des questions, il faut pouvoir les faire adresser très rapidement. Et si on regarde à ces 3 points, donc la rapidité et la simplicité d'achat et de recevoir son colis, ainsi que la transparence, il faut vraiment mettre un emphase sur le service client, de pouvoir répondre aux questions des consommateurs et après de pouvoir leur donner la meilleure expérience durant l'achat et après l'achat avec un maximum de rapidité par rapport à leur colis. Donc, pour un peu regarder à des stats encore un peu plus, l'explosion des ventes en ligne, tout simplement en 2020, c'est plus 18%. C'est un petit chiffre, mais quand même dans qu'est-ce qu'on dirait en anglais, grand scheme of things, c'est quelque chose d'énorme. Et
et c'est quelque chose qui continue encore une fois en 2021. Donc, j'ai hâte de voir à la fin de l'année en 2021 quels vont être les stats par rapport aux ventes en ligne en 2021. Deuxièmement, on voit aussi l'augmentation des demandes auprès du SAV, de service client, 2 à 3 fois. Donc, c'est quand même assez énorme et pour beaucoup de commerçants en ligne, ils n'étaient pas forcément préparés à cette surge de demandes. Donc, c'est très, très, très important d'avoir un impact sur le service client et d'être préparé pour cette augmentation de demandes. Troisièmement, c'est qu'on voit des très gros changements en termes de la gestion de l'inventaire et de la supply chain qui est maintenant un peu plus complexifiée. Donc, si on retourne à ce que j'avais dit par rapport à la rapidité, il faut s'assurer qu'on maximise ces outils de logistique pour faire certain que les colis atteignent nos clients le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment des nouvelles exigences qu'on voit du côté des consommateurs. Et aussi, on voit aussi une très, très grande augmentation par rapport au nombre de retours, donc de plus 15% à plus 30%. Et donc, il faut vraiment constater qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le processus du retour du côté du service client ainsi que du côté de la logistique. Donc, ça m'apporte à mes derniers points. Oh non. Oh, excuse-moi. Non, t'inquiète. Donc, très rapidement, juste pour résumer, qu'est-ce que je viens de dire, c'est comment... Oh non, la prochaine, Étienne. Désolée. Oh. Donc, juste pour résumer rapidement, 3 points que j'aimerais soulever, c'est comment on peut gérer plus de commandes plus vite parce qu'on voit une augmentation dans le nombre de commandes qui sont faites en ligne et les exigences des clients pour avoir leur colis plus rapidement. Et comment réduire le volume de demandes au service client. Donc, optimiser la manière que vous communiquez avec vos clients. Donc, avec Heyday, par exemple, c'est un modèle hybride où on a la technologie qui peut répondre à un certain montant des demandes du service client et après de passer les autres demandes à votre équipe. Et dernièrement, comment mettre en place une bonne gestion des retours. Donc, ça fait vraiment partie de l'expérience client, les retours, et c'est vraiment de trouver une manière pour l'optimiser le mieux possible. Et sur ce, Thomas, je te passe la parole. OK, donc challenge 1, c'est livrer plus vite. Alors, on connaît les jeunes consommateurs qu'aujourd'hui, si eux commandent quelque chose, et peut-être aussi un peu dû à Amazon, et ils veulent avoir la marchandise, si possible, le lendemain, ou de toute façon, ils ne veulent pas attendre une semaine ou deux. Donc, ce qu'ils attendent, c'est des livraisons rapides. Il ne faut pas répéter peut-être les chiffres, vous les voyez là. Donc, ils attendent donc des livraisons rapides, mais aussi des retours, un traitement de retour simplifié. Bon, et on connaît aussi des fluctuations, soit saisonnières, si jamais on offre par exemple un maillot de bain, bien sûr, ça se vend beaucoup plus en été qu'en hiver, mais aussi des actions comme Black Friday ou la saison de Noël, ou bien si jamais on commence une promotion par un influenceur ou une blogueuse. Là, il y a quand même des fluctuations en quantité énorme. Donc, comme nos centres logistiques travaillent bien sûr pour de nombreux clients, on est beaucoup plus souple à réagir à ces fluctuations. En plus, comme nous disposons d'un réseau européen, donc si jamais il y a une clientèle à l'étranger qui se développe, on peut distribuer les inventaires sur divers entrepôts pour justement, encore une fois, répondre beaucoup mieux aux besoins des clients à l'étranger. Et aussi, bien sûr, pour le traitement de retour. Alors, traiter un retour à l'étranger, c'est encore plus coûteux, plus compliqué. Donc, là aussi, ça facilite énormément les choses. Étienne, tu passes sur 14 ou je ne sais pas.
Oui, bon, c'est la même chose. Euh, Encore la même chose. Oui. Donc, stockage optimisé, qu'est-ce qu'on offre là? Donc, comme les boutiques sont connectées directement à notre système et comme les clients peuvent introduire des alertes aussi, donc dès qu'un stock minimum est atteint, on peut tout de suite réagir en réapprovisionner non, le stock. Donc là aussi, vous avez une possibilité pour optimiser donc vos stocks. D'accord? Donc, en fait, comme Thomas l'a décrit, c'est sûr qu'il y a des défis de logistique interne qui sont cette accélération du e-commerce là, a engendré chez les marchands de toute taille, en fait, autant les plus grands que les plus petits. Et un des défis au-delà de la logistique interne, c'est vraiment aussi l'explosion, comme Marie-Claude le mentionnait, de 2 à 3 fois le nombre de requêtes. Et parmi ces requêtes-là clients, il y a des requêtes répétitives, comme vous pouvez imaginer. Si on regarde, ici, on dit 40% de toutes les requêtes d'assistance entrante sont liées au suivi de commande. Ça reflète, ça c'est selon le rapport de Shopify Future of Commerce 2021. Ça reflète vraiment les chiffres qu'on voit chez Aidé. Je vais donner un exemple, par exemple, Foodie Foods, donc un marchand. On l'a aidé à un marchand Shopify Plus. On l'a aidé à sauver 35% en fait de ses coûts relatifs au service à la clientèle. Donc, c'est vraiment près de ce qu'on voit ici. Et un rapide, si vous donnez un rapide coup d'œil à votre historique là, de conversation de clients et de requêtes, que ce soit par courriel ou même en live chat, vous allez voir rapidement, le suivi de commande, bien entendu, est très prenant. Mais en général, il y a un 80%, la bonne vieille loi de Pareto, le 80-20, il y a un 80% des requêtes qui viennent du top 20% et même, je dirais, du top 10% des questions clients. Donc, c'est toujours souvent on se demande avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui est un grand mot, on se demande où commencer. Ça peut être intimidant pour des entreprises de toute taille. Moi, je conseille toujours aux marchands de commencer de petit, se concentrer vraiment sur les petites tâches qui sont très répétitives. Et le suivi de commande est un excellent exemple. C'est facile à automatiser parce qu'il y a bien entendu une donnée structurée dans le back-end et via Shopify. Aidé, par exemple, s'intègre avec plus de 400 services de livraison. Donc, rapidement, on peut automatiser et au moins libérer l'équipe de service client de ces requêtes répétitives pour se concentrer ailleurs. Eh bien, le chat, je vous apprends rien. En fait, on passe notre journée à chatter de plus en plus, surtout par les temps qui courent. Donc, on communique par le chat avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues. Il en va de soi que l'attente consommateur en 2021, c'est de pouvoir échanger avec les marques via le chat, via les mêmes canaux. On voit ici une statistique de 72% et c'est grandissant. Surtout avec la COVID aussi, avec l'absence de contact humain en magasin, etc. Les gens se retournent vers le chat. Et il y a vraiment une recrudescence, une accélération à ce niveau-là. Et le chat, ce qui est intéressant, c'est on parle beaucoup aujourd'hui, bien entendu, de service après-vente et de suivi de commande, mais je fais une petite aparté, une petite parenthèse pour vous parler que c'est vraiment un pilier de l'expérience client maintenant, pré-achat comme post-achat. Donc, c'est un canal de service et de vente et ça fait quand même pas mal de sens parce qu'au final, lorsqu'on a un bon service en ligne et en magasin, on tend comme consommateur à récompenser la marque avec nos dollars, donc à acheter davantage. Les statistiques de Shopify le démontrent un peu et on partage les mêmes statistiques pas mal. Eh bien, un rapport ça vient du Black Friday, donc 2020. Les entreprises qui répondaient aux consommateurs en moins de 5 minutes via Shopify Ping avaient 70% plus de chances de convertir le consommateur. Très intéressant. Et donc, la rapidité qu'on mentionnait plus tôt est clé. Mais au-delà de ça, c'est aussi la valeur des échanges, la personnalisation qui est possible par le chat. On voit ici que les consommateurs qui échangent par les canaux conversationnels, donc par le chat, convertissent 3 fois plus, en fait, 3 fois plus souvent et ont un panier moyen plus important, donc 10 à 15%, ce qui est non négligeable. Encore là, la qualité du service fait que les gens dépensent davantage.
Et la COVID-19, ben, on en a parlé, mais si vous voulez plus de chiffres encore pour vous étourdir, ben, on a vu une augmentation de 85% des volumes de chat. Les marchands qui ont attribué leurs revenus à ce canal-là ont vu une augmentation de plus de 200%. Donc, c'est vraiment non négligeable. C'est rendu une pierre angulaire de l'expérience client. Et on en a parlé beaucoup. On va continuer à marteler, à cogner sur ce clou en bon... je ne sais pas si c'est une expression qu'on utilise en Europe, mais définitivement une expression québécoise au Canada. Donc, on se répète, mais la rapidité est très importante. Les gens valorisent leur temps et même certains sont enclins à dépenser de 15 à 20% plus avec une marque qui justement démontre ces attributs-là, de vraiment valoriser leur temps, de personnaliser l'expérience. Et donc, au final, il y a vraiment deux façons là, le plus possible de diminuer. On parlait du tsunami de requêtes répétitives, surtout axé autour du suivi de commandes. Ben, en regroupant les commandes avec une solution comme Bird, par exemple, ça permet aussi d'avoir un service plus rapide. Et si la livraison est plus rapide, ben le consommateur au bout est beaucoup moins impatient, donc moins prompt à aller submerger l'équipe de service client avec des questions sur ses commandes. Mais aussi d'automatiser la FAQ, d'offrir plus de transparence, une communication de tous les instants. Donc, ne pas simplement attendre la question du client, mais même d'aller au-devant, de notifier, encore là, avec transparence à travers les différentes étapes. S'il y a un délai, ça se peut, on en a vu des délais occasionnés par la crise, mais les consommateurs peuvent comprendre ça, mais on doit leur communiquer. Et c'est là qu'à grande échelle, une plateforme d'automatisation, par exemple, comme Heyday, permet d'avoir cette personnalisation-là, mais qui est gérée 24/7, qui est, comme je disais, à grande échelle. Donc, ouais, faciliter le suivi des commandes, la clé. Réduire les coûts de gestion aussi. On parlait des coûts de retour aussi. Ben, les retours, c'est quand même un sujet en soi, mais on voit que de plus en plus de clients utilisent même les plateformes d'e-commerce pour acheter plusieurs items, soit de couleurs différentes ou de tailles différentes à essayer dans le confort de leur foyer. Et ensuite, ils vont retourner. Donc, le retour commence à faire partie de l'expérience client. Et en ce sens, il faut que les marchands commencent à repenser leur modèle d'affaires pour vraiment fluidifier cette expérience-là. Et au final, ben, en diminuant la charge de travail pour le service client, comme on dit tantôt, ça permet de libérer vos équipes pour se concentrer vraiment sur les interactions à valeur ajoutée, les interactions plus de vente, de personnalisation, et qui contribuent à moyen et long terme à augmenter vos ventes et ce qu'on appelle en anglais le lifetime value du consommateur. Quelque chose aussi qui est intéressant que je ne crois pas qu'on mentionne assez souvent, c'est qu'on constate qu'il y a une hausse des demandes du côté des services clients. Donc, c'est une chose de répondre à ces demandes, mais c'est aussi quelque chose de convertir ces interactions pour avoir une vente potentielle. Parce qu'on pourrait avoir tout simplement un outil de chat qui va répondre aux questions des clients, mais pourquoi pas prendre l'opportunité de cette hausse de demande des consommateurs et d'essayer de vendre le bon produit à ses clients par après. Donc, je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Ouais, tu le résumes admirablement bien, Marie-Claude. En fait, c'est vraiment ce qu'on voit. On voit que les canaux de service dans le chat sont de plus en plus des canaux d'achat. Surtout avec l'absence du magasin physique de plus en plus, en tout cas la difficulté de se rendre en magasin physique. Ces canaux-là remplacent les interactions qu'on avait en magasin et amènent l'expérience client traditionnellement qu'on a en boutique, ben, on l'amène en ligne et ça contribue aux ventes comme on en avait parlé avant. Donc, c'est un bon point de le mentionner. C'est pas simplement un outil de service après-vente, c'est vraiment tout le parcours client qui est sous cette ombrelle-là maintenant. Absolument. Alors, je peux uniquement souligner ce que Étienne vient de dire. Alors, si on regarde les coûts, là, c'est énorme, plus de 300 milliards dollars. Mais ce qui est important, c'est de considérer un retour, pas uniquement comme des frais, mais aussi pour une chance de justement entrer en dialogue avec les clients, avec les consommateurs. Donc, si je prends par exemple les chiffres internes de Bird, nos clients, alors tout confondu, le taux de retour étant de 2% dans la saison normale et monte et double presque
durant la saison comme Noël ou après le Black Friday, donc remonte à 3,5%. Et là encore, on voit des grosses différences en fonction du produit. Bien sûr, les produits fragiles sont plus sensibles. Là, il y aura plus de retours. Et notamment dans la mode, donc les vêtements, là, les taux de retour peuvent s'élever jusqu'à 35% facilement. Donc, pour tout le reste, c'est peut-être uniquement 1% le taux de retour. Mais là encore, bien que le taux soit faible, il vaudrait mieux prendre en considération qu'un client déceptionné peut-être ne revient plus, ou encore plus grave, qu'il laisse des commentaires négatifs dans les médias sociaux ou auprès des influenceurs. Et là, ça commence à devenir dangereux. Donc, même si le nombre de retours donc, est faible, il vaudrait mieux prendre ça très sérieux et créer un processus de retour au moins correct, si j'ose dire. Et comme je viens de dire, considérer ce retour comme étant une très bonne chance pour rentrer en contact direct avec le client afin de le fidéliser et voire même utiliser comme ambassadeur, parce que si on entre dans un entretien positif, on a quand même la chance que lui laissera plutôt un commentaire positif dans les médias sociaux. Donc, oui, je me répète, mais moi, je trouve ce retour est d'un côté, bien sûr, un coût, des frais, mais aussi une très bonne chance pour rentrer en contact avec les consommateurs et mieux connaître le consommateur. Bon, il y a des slides qui soulignent ça. Donc, là, ils disent que donc, si on simplifie le processus, presque 100% font confiance aux fournisseurs. Et nous, comme Bird, on donne un support à nos clients. Donc, par exemple, si jamais il y a un retour, et notre client sera informé, on offre une option supplémentaire qui s'appelle portail de retour. Donc, dans ce portail, notre client peut créer des questions. Donc, déjà, pour rentrer dans un certain dialogue avec le client en lui demandant la raison de ce retour. Et si c'est souligné encore avec des solutions comme Heyday, avec les chats, on voit où il y a les chances pour se mettre en contact avec le consommateur. Il y a encore un slide plus tard, là. Celle-ci? Bon. C'est les miennes, c'est toi. Non? Oui. Oui, celle-ci. Non. Alors, les chiffres se parlent pour eux. Hein? Donc, aussi pour lui donner tout de suite. Alors, en France, il faut dire, les possibilités sont même meilleures qu'en Allemagne. Peut-être Marie-Claude le sait, parce que chez nous, par exemple, le facteur ne dispose pas d'une clé générale pour les boîtes aux lettres. Par exemple, en France, si jamais on veut donc retourner la marchandise, il y a même la possibilité de mettre dans sa même boîte aux lettres. C'est pas possible en Allemagne. Donc là aussi, donc soit nous avec nos outils, on peut faire créer donc une étiquette retour pour mettre donc le retour dans la boîte aux lettres, ou bien même pour supprimer encore une fois le papier, ou peut-être le consommateur il n'a même pas une imprimante,
notre outil retour peut créer un code, on dit QR en France, code QR, donc avec lequel et le colis, on va dans un endroit, donc soit point relais, soit la poste, pour donc faire retourner le colis. C'est intéressant que tu dis ça, en fait, Thomas. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi, j'habite à Hambourg, donc je suis en Allemagne. Et quand j'achète de marques, en fait, qui ont des retours avec une étiquette ou justement un code QR, c'est hyper facile. Sinon, j'ai déjà acheté des marques où ils me font imprimer l'étiquette. J'ai pas d'imprimant. Donc, il faut que j'aille après un print shop en premier. Après que j'apporte mon papier à la poste. Et que dans la poste, je suis là avec mon genre de duct tape pour mettre qu'est-ce que j'ai imprimé sur mon colis. J'apporte mes ciseaux, je fais tout ça dans le magasin et après, je vais donner mon colis à la poste. Donc, c'est certain que des marques que je sais qui font les retours de cette manière, je ne suis pas forcément très encouragée à acheter de ces marques par après, si vous voulez. Oui. Donc, merci Thomas. J'aimerais un peu résumer qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, si on peut généraliser sur quoi il faut avoir un focus l'année dernière et en plus cette année avec vraiment la hausse du e-commerce qui se maintient, c'est qu'il faut avoir une expérience e-commerce pour vos clients qui est simple, qui est transparente et qui est fluide. Et les plus grosses briques pour le faire qu'on constate aujourd'hui, c'est vraiment le côté de la satisfaction client et du côté de la logistique, premièrement, et de la gestion des retours par après. Donc, oui, c'est des nouveaux enjeux, des nouveaux challenges, mais comme j'en ai constaté avec Thomas et avec Étienne, ça peut aussi être des belles opportunités. Donc, premièrement, du côté service client, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opportunité de pouvoir apprendre à connaître ses consommateurs et de pouvoir possiblement recommander des produits pour un peu remplacer l'expérience en personne. Et du côté de la logistique et de la gestion de retour, encore une fois, c'est une bonne manière d'apprendre à connaître son client et aussi de lui donner une expérience qui est supérieure à la compétition. Donc, pour moi, comme je viens juste de le dire, si j'ai une expérience de retour qui est claire dans les politiques du commerçant, premièrement, je vais être encouragée à acheter en premier. Et deuxièmement, si j'ai une belle expérience de retour, c'est très possible que peut-être je vais aller acheter de ce client des choses que j'aurais peut-être pas de besoin, mais que je vais probablement acheter de toute manière parce que je le sais que c'est facile à retourner les produits. Mais une fois que j'ai les produits, je vais les aimer et c'est probable, très probable que je ne vais pas retourner les produits. Donc, c'est vraiment une manière d'encourager ces consommateurs à acheter plus, si vous voulez. Et, pardon? Oh, excuse-moi, si je peux renchérir là-dessus, je trouve que tu as tellement un bon point, Marie-Claude. On dirait que c'est une évidence, mais c'est très difficile pour les marchands de livrer cette expérience-là. Mais c'est de dire, les clients ne devraient pas, tu parlais tantôt de devoir imprimer, ensuite découper, faire 2 kilomètres de marche pour aller faire ton retour. Les clients ne devraient pas travailler pour la marque devrait travailler pour les clients. Et malheureusement, dans trop d'expériences clients encore, c'est le client qui doit faire le gros du travail, le gros du chemin. Et se casser la tête pour retourner un produit, par exemple. Les marques qui facilitent la vie à leurs clients gagnent. Et tu parles d'avantage concurrentiel, là. C'est un avantage concurrentiel non négligeable et en plus, il est très défendable, si on veut. Très durable parce que c'est difficile, une fois que tu as une meilleure logistique que les autres, en fait, le retard devient exponentiel à travers le temps. Absolument. Et je crois qu'il faut qu'on le regarde d'une manière comme une chambre d'essayage virtuelle, si vous voulez. Parce qu'avant, par exemple, moi, quand j'entrais dans une boutique pour aller m'acheter des vêtements, j'allais dans la chambre d'essayage et je prenais mon temps, j'essayais des choses et après, je partais qu'avec qu'est-ce que je voulais. Je n'avais pas besoin d'aller après, de prendre tous mes trucs et de retourner en quelque part, imprimer quelque chose. Il faut vraiment essayer de répliquer la facilité de l'expérience en personne. Et même si c'est pas du linge, avant, même si c'est d'autres produits, on avait la chance d'aller en boutique et de voir les choses, de les toucher et pas avoir à partir et de revenir les retourner par après. Donc, il faut vraiment essayer de répliquer cette expérience. Et encore une fois, comme tu dis, Étienne, de ne pas faire travailler le consommateur. C'est pas le but de vendre au consommateur. Le but, c'est de tout simplement vendre un produit qu'ils vont aimer pour qu'ils puissent revenir acheter une deuxième, troisième, quatrième fois. Donc,
Donc, juste pour conclure tout ça, on essaie vraiment aujourd'hui de donner les outils à travers de Shopify et aussi à travers de ses partenaires pour vous aider à transformer l'expérience client et de rendre l'expérience qui va faire la différence entre vous et votre compétition. Donc, entre Shopify et entre Heyday et Bird, c'est vraiment une solution qui est extrêmement complète pour pouvoir convenir à tous ces besoins. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que 2021 va apporter sur le monde du e-commerce. Je crois qu'on voit des trends qui sont très promettants. Et donc, sur ce, je vais ouvrir la période de questions et réponses. Si vous avez des questions, les poser dans l'onglet des questions en haut à droite et on serait ravis de les poser. Donc voilà. Pour ceux qui ont demandé dans le chat aussi, si vous allez recevoir l'enregistrement, vous allez le recevoir automatiquement, je crois, oui. Par email. Super. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Sinon, j'en avais reçu quelques-unes aussi de mon côté. Épuisé. Alors, question de Evan McDonald qu'on va répondre. Est-ce que Shopify permet de donner une forte granularité dans la catégorisation de produits par code postaux, par exemple? C'est une bonne question. Donc, en termes des catégories en général, vous allez pouvoir créer un système de balises où les produits vont se faire ajouter dans des différentes collections ou de catégories. Si on regarde à des catégories par code postaux, on a des outils aujourd'hui pour pouvoir créer une zone de chalandise pour l'achat en ligne et la collecte en boutique. Sinon, les différents modes d'envoi par code postal vont dépendre de l'outil que vous utilisez pour les envois. Donc, habituellement, si vous utilisez un outil tel que Colissimo, Chronopost, etc., ça va dépendre des réglages dans cet outil. Hop. Question de Andrea Berroyer. Désolée si je ne prononce pas forcément votre nom de la bonne manière. Par où recommandez-vous de commencer? Donc, je crois que ça va être une question à 3 parties pour Bird, Heyday et Shopify. Si vous regardez à Shopify, tout simplement, allez créer un compte Shopify et vous avez une belle période d'essai pour pouvoir faire le setup de votre compte et d'avoir du temps de faire ce que vous avez besoin dans les réglages. J'ai la porte qui sonne, la joie du travail de la maison, ça revient tout de suite. C'est bon, ça, c'est le remote work et le remote retail. Donc, le magasin vient à la maison. Je peux renchérir en fait du côté de Heyday. C'est sûr qu'on travaille en 3 étapes avec les marques, autant les petits marchands que des marques comme Lacoste. L'idée, c'est, en premier lieu, c'est vraiment de rendre la marque, on parlait de travailler pour le consommateur, mais numéro 1, c'est de se rendre disponible. Donc, d'être disponible sur leurs canaux de prédilection, d'ouvrir ces canaux-là. Donc, de s'assurer que la marque est présente sur Facebook Messenger, sur Instagram, répond au chat, WhatsApp, le site web, bien entendu, etc. Multiplier les points de contact pour faciliter les échanges avec les clients. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça nous amène un peu à ce qu'on parlait tantôt. On parlait d'automatisation pour libérer les équipes. Une fois qu'on a ouvert les canaux de conversation, inévitablement, les gens se mettent à poser des questions. Donc, c'est là qu'on rentre avec le niveau, la couche d'intelligence artificielle conversationnelle ou plus simplement un chatbot de service client et de vente qui peut au moins offrir en mode libre service un premier contact automatisé et instantané, disponible 24/7, peu importe votre pays, votre fuseau horaire. Et le 3e niveau, mais on parlait tantôt que c'est non seulement un canal de service client, mais aussi un canal de vente. Ensuite, c'est d'équiper les vendeurs en magasin avec l'application mobile de Heyday pour connecter des vendeurs qui sont à la maison, par exemple comme Marie-Claude qui vient de recevoir une livraison, avec des vendeurs en magasin qui sont des experts produits qui permettent de justement combler le fossé entre l'expérience physique et numérique pour s'assurer qu'il y a une personnalisation à grande échelle. Désolée.
Alors, en ce qui concerne Bird, alors traditionnellement, si quelqu'un commence à zéro, il va le faire lui-même. Alors, la logistique, il va préparer les colis, il va les envoyer peut-être. Et dès que ça augmente, il y aura peut-être la famille ou des amis qui vont aider. C'est un peu la démarche traditionnelle. Mais aussi, bien sûr, il y en a d'autres qui pour n'importe quelle raison, ils ne peuvent pas gérer ça à la maison. Donc là, nous, il faut comprendre si on prend physiquement donc, les produits en stock, c'est quand même un certain effort pour préparer l'équipe dans l'entrepôt, pour mettre disponible de l'espace, etc. Donc pour nous, on dit il y a un chiffre magique qui c'est 100 envois par mois. Donc on dit même si on commence très petit, à moyen terme, ça veut dire après 3 mois, il faudrait au moins atteindre les 100 envois. Alors là, on peut vraiment dire relativement précisément où on peut commencer, nous. OK? Merci, Thomas. Il y a quelques questions de Louis. Donc, la première partie, en fait, c'est les pros and cons et les différences entre ManyChat et Heyday. Ce dernier prend-il tous les chats connus, WeChat, WhatsApp, Telegram, etc.? Ben, il y a 2 questions ici, Louis. Merci pour la question. Question numéro 1 versus ManyChat. En fait, ManyChat, c'est vraiment plus un outil d'automatisation de marketing, donc de connecter, par exemple, des Facebook Ads, des publicités Facebook à des chatbots marketing avec ce qu'on appelle un funnel, en fait, d'acquisition. Heyday, c'est vraiment une plateforme de gestion de l'expérience client holistique, donc de A à Z, et hybride, donc pas simplement des chatbots, mais aussi avec l'équipe interne en relais. Donc, on a, je dirais, en upsell ou en add-on les mêmes fonctionnalités que ManyChat, mais c'est pas notre focus, le marketing, c'est vraiment l'expérience client. Donc, dans sa plus simple expression, c'est un peu ça la différence. Heureux d'en parler davantage si vous m'envoyez un petit courriel pour donner plus de détails. Et pour la deuxième question, les canaux, en fait, tous les canaux, je dirais, dans le monde occidental. Donc, WeChat est en Chine. C'est un peu un écosystème en soi, donc on ne le couvre pas. Mais par exemple, on va bientôt être en Corée du Sud et au Japon avec Lacoste. Donc, les applications Line et KakaoTalk, par exemple, sont sur notre radar. Bientôt, il y aura Instagram aussi. On est partenaire avec Facebook. Donc, on travaille à déployer dans le plus possible, le plus rapidement possible, tous les canaux pour fluidifier l'expérience. Telegram, non, pour la simple et bonne raison que c'est pas nécessairement une plateforme de messagerie qui est utilisée pour le commerce pour le moment. Donc, on a moins mis notre focus là-dessus. On est vraiment plus sur du web chat, bien entendu, du messenger, même du courriel, du vidéo chat. Donc, les canaux le privilégiés pour ce type d'expérience. Super. La prochaine question de Louis aussi. Bird, est-ce un peu comme du dropshipping? J'ai plusieurs entreprises qui auraient besoin d'aide en Europe pour du 3PL. Quels sont les frais de logistique et l'app sur Shopify? A-t-il une période de test et tampon? OK, donc c'est une grande question. Donc, je vais prendre une partie de la question, même si c'est une question pour Bird. On parle beaucoup du dropshipping chez Shopify parce que c'est un sujet qui est assez populaire en France. Par contre, du dropshipping, quand on constate du vrai dropshipping, c'est où on choisit les produits d'un autre vendeur, en fait, pour les vendre sur notre propre store. Donc, qu'est-ce que Bird fait? C'est pas forcément du côté dropshipping, c'est vraiment avec ses propres produits, mais entreposés chez quelqu'un d'autre pour prendre soin de l'aspect logistique. Thomas, je te laisse prendre le reste de la question. Oui, alors encore une fois, on est très peu comme du dropshipping. Dropshipping, c'est pour moi aussi si jamais le commerçant a un fournisseur chinois, il fait venir la marchandise directement depuis la Chine, par exemple, dans ce cas-là, vers son client. Et nous, on fait quand même beaucoup plus. Donc, on prend le même exemple. Il y a le fournisseur ou fabricant chinois. Lui, il va nous envoyer les palettes et nous, on va préparer les colis. Hein? Donc, ça, c'est la différence entre le service qui est donc offert par nous par rapport au dropshipping. Donc, là, encore une fois, on profite des délais de livraison beaucoup plus rapides.
Est-ce qu'il y a il y avait encore à la fin, y a-t-il une période test tampon? Non, pas vraiment. On a quand même des contrats pour 1 an, mais là aussi, on nous considère toujours comme étant un start-up, bien qu'on ait 5 ans déjà, mais on se considère donc en même temps encore comme partenaire des startups. Donc, si jamais, même s'il y a un contrat, mais si on voit, alors, il y a quelque chose qui ne marche pas trop bien, il n'y a pas de problème. Donc là, on se sépare plus vite, avant les 12 mois que j'ai mentionnés. Et pour donner un cadre officiel, on insiste quand même, si possible, sur les 12 mois. Il y a une autre partie à la question aussi, que c'est vraiment quels sont les frais de logistique versus l'app sur Shopify. Donc, premièrement, il n'y a pas d'app de Bird sur Heyday présentement. L'intégration est faite du côté de Bird. Donc, je crois que pour l'intégration telle quelle, il n'y a pas forcément de frais. Après, sachant que Shopify n'offre pas des services de logistique, vous pouvez tout simplement brancher vos frais d'envoi que vous voulez offrir, mais Shopify n'offre pas d'entreposage. Donc, si vous voulez entreposer vos produits avec quelqu'un et de les faire envoyer pour vous et de simplifier la logistique, ça ne serait pas forcément avec Shopify, ça serait avec Bird. Prochaine question. Recommandez-vous de découpler le back-office Shopify avec un front-office sur mesure en mode headless? Et connaissez-vous des boutiques en ligne populaires qui utilisent cette technique? Et est-ce que Heyday est compatible avec cette façon de faire? Donc, je vais prendre la première partie de la question. Donc, avec Shopify, c'est carrément possible avec qu'est-ce qu'on appelle le Storefront API. Par contre, c'est beaucoup plus complexe. Donc, vous n'avez pas forcément l'avantage d'avoir un thème de Shopify qui est directement branché au back-end avec ce qu'on appelle le Liquid et tout l'écosystème des modules qui peuvent se brancher au back-end de Shopify aussi. Donc, si vous le faites vraiment en mode headless, vous donnez beaucoup plus de travail. Il y a quelques case studies de Store Headless si vous faites une requête Google qui sont dispo, mais sinon, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Je sais que Heyday, et Étienne, je vais te laisser le répondre aussi, mais je sais que Heyday est agnostique, en fait, à la plateforme. Donc, s'il y avait un client qui serait plus en mode headless, vous pourriez vous connecter de toute manière. Oui, exactement. Okay. Après ça, de recommander, je veux dire, c'est une question quand même complexe, donc ça dépend, je pense, du contexte de l'entreprise. Une chose est sûre, je pense qu'il faut réaliser que le e-commerce de plus en plus est fragmenté. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a différents points d'entrée à votre magasin. Parfois, ça peut être Instagram, ça peut être directement sur votre site Shopify, ça peut être Facebook. Donc, il faut s'assurer d'avoir une flexibilité pour vraiment rencontrer les clients sur leurs canaux de prédilection versus les faire travailler. On disait tantôt de les faire travailler, venir vers vous. Donc, le headless permet à mon sens, sans être l'expert en la matière, mais permet cette flexibilité accrue qui encore là, quand on fait des choses technologiques, l'avantage d'un Shopify, par exemple, c'est sa flexibilité et sa scalabilité. Donc, c'est de faire des choses technologiques qui vont être pérennes et durables. Et le headless va en ce sens. Oui, ça dépend vraiment des besoins. J'ai déjà, quand je travaillais sur l'équipe Shopify Plus, des fois, on avait des commerçants qui venaient poser des questions par rapport aux fonctionnalités de Shopify Plus et après, des fois, c'était pas une plateforme qui convenait pour tout le monde. Donc, ça dépend vraiment des besoins individuels de chaque business. Prochaine question, on va prendre quelques dernières questions. Question pour Bird. Est-ce qu'il est possible de modifier le contenu d'un paquet en temps réel après la commande si elle change ou demande un niveau de personnalisation additionnel? Alors, normalement, non, parce qu'on est trop vite. Non, alors, normalement, nos clients ont le choix entre le processus automatique ou bien manuel. Normalement, nos clients choisissent l'option automatique. Donc, dès qu'il y a un clic sur leur site, dès que la commande est passée, bon, eux, toujours, ils peuvent faire d'abord une vérification avant de libérer la commande. Mais dès que les données arrivent à notre entrepôt, au centre logistique,
Nous, officiellement, on dit par exemple, si les données arrivent jusqu'à midi chez nous, le colis va partir encore le même jour de l'entrepôt. Donc, si on choisit donc le processus automatique, c'est pratiquement plus possible de modifier le contenu de la commande, donc soit le contenu du paquet ou bien additionner quelque chose ou personnaliser encore quelque chose. Ou bien, lui, il dit, non, en général, je vais d'abord faire entrer les données dans le système BERT et je libère les commandes manuellement. Mais c'est beaucoup plus de travail. Et bon, je connais très peu de cas où un client qui a commandé quelque chose en ligne va tout de suite, d'un coup, modifier sa commande. Donc, théoriquement, c'est possible, oui. Même pratiquement, c'est possible, mais normalement, on ne fait pas. C'est un bon problème à avoir, je dirais que vous êtes trop rapide. Parce que du coup, c'est un point qu'on avait abordé au cours du webinaire, c'est vraiment que les consommateurs veulent que les choses soient rapides. Je sais que moi, ça prend plus qu'une semaine, je commence à être impatiente. Donc, c'est vraiment des mauvaises habitudes que les consommateurs ont aujourd'hui. C'est vraiment d'être très impatient. Donc, après, c'est un bon problème d'avoir d'être trop rapide. Je vais prendre quelques dernières questions. Question de Zinzou. Le problème de moyens se pose pour les utilisateurs Shopify résidant en Afrique. Avez-vous des solutions de moyens de paiement pour nous qui sommes en Afrique désirant avoir une boutique en ligne sur Shopify? La réponse, c'est qu'il y a des solutions. Ça dépend où vous êtes en Afrique. Donc, si vous allez contacter le support Shopify ou voir la documentation en ligne, vous allez pouvoir voir tous les passerelles de paiement qui sont disponibles pour votre pays où vous êtes physiquement. Après, c'est un peu plus complexe parce que l'écosystème n'est pas forcément aussi large en termes de solutions bancaires en Afrique. Par contre, il existe des solutions dépendamment de où vous êtes. Une petite dernière question de Nova, et je crois que tu avais répondu à tout à l'heure, Thomas, mais comment se passe l'inscription à Bird? C'est avec engagement ou sans engagement? Oui, j'ai mentionné, il y a quand même un engagement. Normalement, si on signe un agrément ou un contrat, c'est pour la durée d'un an, donc 12 mois. Mais encore une fois, si jamais on voit, alors, pour n'importe quelle raison, il y a une nouvelle législation, le fabricant, l'usine brûle, n'importe quoi, alors là, on est suffisamment souple pour résilier le contrat si jamais nécessaire. Alors, on n'est pas trop strict dans ça. Super. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions juste à l'intérieur de notre heure ensemble. Donc, je voudrais remercier Thomas d'être avec nous aujourd'hui et Étienne pour votre expertise sur le côté service client et le côté de la logistique. C'est vraiment des astuces qui sont très, très utiles. Et de mon côté, je vous dis, si vous avez des questions par rapport à Shopify, vous pouvez toujours nous contacter, tout simplement aller sur shopify.com. Et Étienne, Thomas, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de partir. Non, merci pour les interactions. Le Q&A, c'était intéressant aussi. Ça nous donne la chance de chacun amener notre perspective. Et je pense qu'au final, s'il y a une chose à se rappeler, c'est que on ne peut pas sous-investir en expérience client. Plus vous allez investir dans la fluidité de l'expérience, la rapidité de l'expérience, plus votre commerce va en bénéficier. Que vous soyez petit ou grand, c'est vraiment la clé du succès en e-commerce. Absolument. Merci à toi. Moi, j'ai rien à rajouter. Pour moi, c'était le premier webinaire. Vous voyez, je suis un vieux, mais on n'est jamais trop vieux pour avoir des nouvelles expériences. C'était très intéressant pour moi et j'espère que c'était aussi très intéressant pour tous ces gens qui nous ont écoutés. J'ai hâte d'en faire un nouveau ensemble. Donc à très bientôt. Et passez une très belle soirée ou très belle journée, dépendamment de où vous êtes. Et merci d'avoir été ici aujourd'hui. Merci à Bye tous. bye. À plus tard. Ciao.